Alors Rémi, aujourd'hui vous ne doublez aucun acteur. Pas de perruque, pas de costume. Non, seulement quelques accessoires habituels, protection d'usage. Rémi, route verglacée, conditions parfaites. À vous Rémi. Rémi. Il a donc été impossible de négocier le virage. Absolument impossible. C'est impressionnant. Mais alors, je glissais véritablement comme une luche, parce que à cette allure-là, la voiture, c'est un projectile, incontrôlable. Et alors, directibilité nulle, évidemment. Gendarme, c'est mon premier film avec les gendarmes. Et Jean-Paul Belmondo, le grand Belmondo, le professionnel. J'ai des souvenirs des films, mais les cascades, c'est à part, c'est à part. Rémi nous a tout enseigné à Jean-Paul et à moi, nous a tout appris avec son équipe. Et quand Rémi disait comme ça, c'était au millimètre. Et il n'y avait aucun problème, aucune peur et aucune crainte. Rémi, tu prends bien l'axe central, hein? Il a une science absolument incroyable. C'est un vrai scientifique, c'est le Einstein de la cascade. Et le Johnny Hallyday international, quel mec aussi. Lee Marvin, un de mes meilleurs souvenirs. C'est vrai, Rémi m'aurait dit, vas-y, saute 200 mètres. J'aurais sauté parce que je me serais dit, si Rémi me dit ça, c'est que je veux le faire. Et les bondes, permis de tuer, encore un souvenir terrible. Je m'appelle Rémi Julien et après plus de 50 ans de cascade, j'ai pas mal d'histoires à raconter. 50 ans de cascade dans le monde entier avec les plus grandes stars, une vie trépidante passée au service du cinéma, slaloment entre l'action et le danger. C'est vrai que quand on est cascadeur de cinéma, on est toujours à la recherche du moindre risque. Hein, le principal travail pour moi, c'est d'identifier les risques. Et identifier les risques, ça veut dire que laisser la moindre chance possible pour être victime de choses qui amènent des conséquences terribles. Alors maintenant, chacun a sa mentalité. Quand on travaille avec des gens comme Jackie Chan, alors là, les cascadeurs se glorifient d'avoir mal. Oui, parce que s'ils ne se font pas mal, le chef ne va pas être content. Et c'est absolument terrible. Et j'ai vu des choses, alors, un petit peu insensées dans ce domaine-là. Alors ça, c'est vraiment l'extrême, ça. Mais d'un autre côté, il n'y a rien sans risque. Hein. Ah non, mais ce qui fait la beauté du métier, c'est précisément parce qu'on ne peut jamais prévoir 100%. Et moi, si c'était prévu à 100%, ça ne m'intéresserait pas. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut admettre, hein, c'est qu'on peut véritablement y laisser sa peau. Et même s'il est heureusement encore là pour nous raconter, Rémi Julien a pourtant passé sa vie à flirter avec le risque et la douleur. Un accident que j'ai eu en Allemagne, c'est un film de la Columbia, il s'appelait The Cook, le cuisinier. Je liquidais une famille en sautant de la voiture in extremis et en les précipitant dans un ravin. Et là, le tapis de caoutchouc a été arraché par une souche. Et ça m'a retiré mon pied d'appui et en poussant, j'ai poussé dans le vide. Et je me suis retrouvé sous la voiture au moment où elle basculait dans le ravin. Et donc ça m'a écrasé le pied gauche. Et donc j'avais la cheville vraiment bousillée. Rémi Julien doit rester 6 semaines dans cette prison de plâtre, mais il met à profit cette immobilité forcée par de saines lectures qui lui permettent déjà d'imaginer les folles poursuites destinées à l'Orse-Bar. Dans ce film qui donnera plus tard le remake Braquage à l'italienne, il s'agissait de faire disparaître le butin d'un casse dans 3 mini-Austin. Elles vont tour à tour descendre les escaliers des palais de Turin, emprunter les couloirs du métro, traverser un barrage et même sauter d'un immeuble à l'autre. Mais c'est ce film au succès international qui met en lumière l'imagination et le travail novateur de Rémi Julien.
Du coup, à partir des années 70, 5 films avec Charles Bronson, Sidney Pollack et Al Pacino, John Frankenheimer et Gene Hackman, le dernier chef-d'œuvre de Sergio Leone, La Choupette de Walt Disney et même le Da Vinci Code de Ron Howard entre autres. Et dans cette filmographie prestigieuse, Rémy peut s'enorgueillir d'être le seul Français à avoir collaboré à 6 James Bond. Dans le cahier des charges, c'était quelle est la voiture la plus ridicule que Bond puisse employer pour pouvoir vaincre les vilains qui sont, eux, bien équipés. On se fixe sur la 2 chevaux. J'ai dit, bon, bah, pas de problème. Dans le 2 chevaux, on a mis un moteur de GS, un 4 cylindres à la place du 2 cylindres, ce qui fait que ça avait rapport poids-puissance extraordinaire, des accélérations de folie. Et alors, quand on freinait avec ça, le cul de la 2 chevaux se soulevait et ça allait toujours tout droit. Rémy doit doubler aussi bien Roger Moore que Carole Bouquet dans la célèbre poursuite avec la petite 2 chevaux jaune. Coulisses du tournage et la séquence du film. Mais il faut noter que si Rémy Julienne n'a jamais été officiellement récompensé pour son travail en France, il reçut à Hollywood l'award du meilleur coordinateur des cascades dès son premier James Bond. Ils me disent, quand on finit l'un des James Bond, en pensant au prochain, ils me disent, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Et bien sûr, en tenant compte de la personnalité de Bond, et l'écriture se fait en fonction de ce que j'ai proposé dans la séquence. À la fin du film, Cubby Broccoli et John Glenn m'ont demandé ce que je proposais pour le prochain. Je leur ai dit, est-ce que des camions, ça vous va? Ah oui, tiens, effectivement, ça c'est pas mal. Le but était de faire rouler un poids lourd en équilibre sur le côté. Donc on avait un budget pour faire ça, pour mettre ça au point en France, et ils avaient vraiment confiance. On a mis quand même près de 3 mois pour pouvoir mettre au point. C'était véritablement un gros boulot. Aucun trucage, uniquement la maîtrise du pilote Gilbert Bataille, avec durant les premiers essais, une roue latérale pour aider le pilote à trouver des repères très délicats. Mais malgré ça, ça ne marche pas toujours du premier coup. Allez, super. C'est bon hiver? Sur le machin, il est cassé là. Après 1 mois d'essais intensifs, Gilbert Bataille est prêt pour le tournage au Mexique. Et j'avais pour mission non seulement de tenir le camion en équilibre, mais aussi et avec précision, parce qu'il allait écraser une Jeep en ayant parcouru 150 mètres en équilibre. Pas de camion dans GoldenEye en 1995, mais le plaisir pour Rémy de régler une belle poursuite entre une Ferrari 335 GTS et la mythique Aston Martin DB5 qui reprenait là du service. C'était tourné dans les années 1984, oui. Et une bonne partie à Paris, départ de la Tour Eiffel, avec la poursuite en voiture sur les quais. La poursuite sur les quais, avec la célèbre figure dite du saute-mouton, qui avait été imaginée par Rémy pour des spectacles de cascade, durant lesquels il sautait en voiture pour atterrir dans un camion. Pour Dangereusement Vôtre, Julienne reprend cette idée et procède à des essais sur un aérodrome, mais cette fois en faisant sauter la voiture sur une aire de réception mobile, en l'occurrence un bus, d'où une synchronisation des 2 véhicules calculée au centième de seconde. Au final, le résultat est parfait. Direction les quais de Seine pour le tournage de la séquence, où là encore Rémy n'a recours à aucun trucage. Toute l'action se déroule en réel. Allez les petits gars, ça y est, on est parti. Au préalable, il avait évidemment fallu préparer les Renault 11 qui allaient ensuite être décapités puis coupés en 2 après une percussion, les différents éléments de la voiture étant légèrement soudés de façon à céder au moindre choc. Et là encore, le résultat sur la pellicule est quasi identique à ce que promettait le storyboard. Sens unique, Espada!
Toutes les cascades dangereuses étant maintenant dans la boîte, Rémi donne ses dernières indications à l'agent 007 en mission à Paris et il ne reste plus qu'à filmer les raccords de Roger Moore en gros plan, comme s'il exécutait lui-même l'ensemble de la séquence. C'est ça, être cascadeur, être modeste et accepter de rester dans l'ombre des stars, ce qui correspond bien à la personnalité discrète et réservée de Rémi Julien. Alors, attention, moteur, caméra. Ces expériences au retentissement mondial décidèrent même John Woo, le maître du cinéma d'action de Hong Kong, à s'adjoindre les services de Rémi et son équipe pour des séquences de cascades très ambitieuses. J'avais bien sûr entendu parler du fameux cascadeur Rémi Julien et j'ai pu constater en travaillant avec lui que c'est un type très solide. C'est vraiment un gars merveilleux. Et puis vous savez, dans sa carrière, il a réalisé tellement d'actions brillantes. Oui, nous décidions des choses ensemble. Il faut dire qu'on a beaucoup de points communs. On a réalisé de très belles choses. Il m'a beaucoup aidé sur ce film et après avoir travaillé ensemble, je peux vraiment dire avec certitude que c'est un des plus grands pros que j'ai rencontré. Et j'insiste sur ce fait, il m'a beaucoup aidé. Dans la région de Nice, John Woo et Rémi Julien mirent en scène des cascades particulièrement spectaculaires qui s'achèvent selon la tradition par les applaudissements de l'équipe. Mais dans une vie de cascadeur de cinéma, les choses peuvent parfois se dérouler beaucoup moins bien. Tout n'a pas été rose. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, dans mon parcours. Les accidents de cascade sont rares, mais quand ça arrive, c'est en général plutôt grave. La 406 Peugeot débouche en trombe, mais la voiture atterrit au-delà du matelas de carton prévu pour amortir sa chute. La 406 a fauché 2 opérateurs qui filmaient la scène. J'ai énormément souffert de ça. C'est vraiment une plaie qui est toujours vivace. Et c'est clair que j'ai été véritablement blessé. Ça m'a coûté un infarctus. Je sors de 3 infarctus. Et Rémi Julien, le maître des cascades qui participait au tournage, a été entendu par les enquêteurs. Une information judiciaire pour homicide involontaire devrait être ouverte. Ça se termine maintenant, il a fallu aller jusqu'en cassation pour pouvoir justifier exactement les responsabilités de chacun. Après plusieurs années de procédure, en 2012, la production sera condamnée pour homicide involontaire et Rémi Julien condamné pour avoir donné le départ d'une cascade alors que ses consignes n'avaient pas été respectées. Regrettable tragédie. À mon âge, bon, il faut dire maintenant, 82 printemps, bien sonné, et quand même pas mal d'aléas dans ma vie, bien, j'ai besoin de me confier, et c'est vrai, et puis servir si possible d'exemple dans tout ce qu'il y a de positif dans ce que j'ai pu faire. Pour vous raconter, je vais m'inspirer d'une phrase de Gabin dans le film Le Pacha de Georges Lautner. Si je veux vous raconter, il faudrait peut-être que je commence dans l'ordre. Et si je veux raconter, il faudrait peut-être mieux que je raconte dans l'ordre. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, effectivement, là c'est la terre de mon enfance ici, parce que je suis né ici, donc tout près d'ici, un café, et c'était quand même très très rare de voir un petit village avec une écluse en plein milieu du village. Pourquoi cette écluse a une valeur de symbole pour moi? Parce que quand j'avais 10 ans, tout de suite à la sortie de la guerre, 1940, il y a les réfugiés parisiens ici, et c'est là que j'ai découvert mes dons, entre guillemets, pour le cinéma. Le lieu ici, c'est un formidable terrain de jeu. Ici, derrière, un tremplin, et les gamins des réfugiés parisiens me confiaient un vélo
pour me faire sauter dans le canal. Et à partir du moment où on voit qu'on amuse les populations, j'étais quand même timide, quand même introverti. Et il fallait me sortir un petit peu les tripes pour faire voir que j'existais. Alors je ne pouvais pas exister dans le travail et j'existais dans la connerie. C'était un enfant espiègle, mais gentil comme tout. Un grand cœur, gentil, il était vraiment un gentil garçon. J'ai eu un penchant pour faire des choses que les autres ne faisaient pas. Il fallait que je me démarque parce que j'étais très très timide. Donc ça me desservait beaucoup. Il fallait que je m'expose à faire des choses compliquées, difficiles pour qu'on s'occupe de moi aussi. Quand je voyais trimer mon père, s'échiner sur toutes sortes de trucs, je veux dire, c'était pas mon truc. J'avais l'impression de déchoir en faisant les tâches obscures, le café à balayer, le machin. Bouh. C'était au café de l'Écluse, derrière, là? Café de l'Écluse, oui. Ça m'a véritablement donné le goût de l'effort et après avoir été le fainéant absolu et le bosseur patenté, voilà, il suffit de faire le choix, quoi. Et c'est comme ça que j'ai mal tourné en accompagnant de cinéma, où j'étais vraiment prédestiné pour entrer dans le domaine du cinéma, l'art de l'illusion. Allez. Bon. Eh ben on a bien mangé. Oui, on reviendra, hein. Ouais. Bon merci. Salut. T'embrasses mamie. Ouais, Rémi est un grand-père atypique. Il est à la fois flic ou voyou, il a été gendarme ou gendarmette. C'est pas le genre de grand-père qui vous emmène à la pêche. C'est plutôt le genre de grand-père qui vous met au volant d'une voiture pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Par ailleurs, la seule fois où il m'a emmené à Euro Disney, c'était pas pour me payer un tour de manège, mais plutôt pour me faire participer à l'élaboration d'une attraction. C'est, je dirais, un grand-père sensationnel et extraordinaire. Rémi, avant d'être cascadeur, était pilote de motocross. Dans les qualités d'un motard, d'un pilote de motocross, on retrouve les qualités d'un cascadeur. Il faut de la dextérité, il faut de la précision, du courage, il faut de la compétitivité. Ce qui permet de se dépasser, de dépasser ses limites. Je ne pensais qu'à la compétition, je pensais qu'à gagner, aller plus vite que le voisin, que celui qui me précédait. Là c'est clair. Et il y avait une moto qui me fascinait, c'était la Gilera, qui était une moto rouge, avec laquelle je suis devenu champion de France après 3 années de pratique. Oui, ça a très très bien fonctionné. Pour être champion, il faut avoir faim. Et j'avais faim. Alors moi j'avais plus que faim, j'avais les crocs. En 1964, j'ai eu un appel de Gilles Delamarre, le fameux cascadeur de l'époque, qui avait besoin d'un lascar habile pour doubler Jean Marais dans le film Fantomas. Alors il fallait trouver le gars à peu près baraqué style Jean Marais, et c'est moi qui ai été choisi, et c'est là que j'ai découvert le cinéma. Sous la direction de Gilles Delamarre, avec costume et perruque, Rémi recrée la silhouette de Jean Marais, tandis qu'un mannequin incarne un Louis de Funès avec une ressemblance approximative et une stature plutôt rigide. Alors on me demandait moi, de pratiquer des évolutions acrobatiques qui étaient ponctuées par les cascadeurs de Gilles Delamarre. Et là j'étais un peu effaré et je me dis jamais je ne pourrais faire ce métier-là parce que c'était la Croix-Rouge et le mercurochrome, il fallait des réserves parce que ça tombait dru. Et il y avait aussi Gilles Delamarre qui était véritablement un pionnier. Pour en arriver, par exemple, à la Grande Vadrouille, où là j'avais la responsabilité de l'équipe mécanique, moto, camion, voiture, et donc j'avais déjà des responsabilités importantes et je faisais des cascades plus importantes aussi. C'est en incarnant un soldat allemand que Rémi reçoit les fausses citrouilles lancées sur lui par De Funès et Bourvil. Pas très agréable en effet, mais c'est le métier qui rentre, et ce n'est qu'un début.
Une scène de la Grande Vadrouille. Alors il y avait une mare et il y avait des canards et il fallait, avec un 7-car allemand, son passager et son pilote, sauter dans la mare aux canards. Et là, il ne faut pas oublier que les canards font caca dans la mare. Donc, et il y en a une couche épaisse dans le fond. Et alors là, quand on est sorti de là, même en passant sous la douche immédiatement après, il faut dire le mot, on a senti la mer pendant 15 jours. C'est un dur métier. Dur métier sans doute, mais tout en s'éloignant de la compétition moto, Rémi multiplie les expériences nouvelles et assimile toutes les bases de la cascade cinématographique dans le même état d'esprit que son Pygmalion Gilles Delamarre. Lorsque vous allez faire quelque chose de dangereux, il y a une espèce d'atmosphère mystique qui se crée autour de vous. Cet homme va mettre sa vie en jeu, gratuitement. Il est confortablement installé dans la vie, il va pourtant mettre sa vie en jeu. Alors, il y a quelque chose d'inexpliqué, enfin, de difficilement explicable, mettons, qui est très séduisant. Séduisant, mais dangereux, puisque le 31 mai 1966, Delamarre trouve la mort dans cette cascade que Rémi devait initialement exécuter s'il n'avait pas été retenu sur le tournage de La Grande Vadrouille. Ce dramatique coup du sort va bouleverser son destin, faisant brutalement de lui l'héritier naturel de son mentor. Je progressais et quand on m'a demandé d'assurer la suite de ces contrats, là c'était fortement honorifique ça. Alors c'était un challenge aussi extraordinaire parce que j'étais loin de connaître et de savoir faire ce qu'il savait faire. Oui, mais Rémi apprend vite et il imagine aussitôt des cascades novatrices, ambitieuses, dangereuses, mais rationnelles et parfaitement calculées. Rôle de composition, un cascadeur doit doubler des acteurs, mais aussi des actrices. Et avouez que Rémi incarne Sophia Loren ou Gina Lollobrigida avec une silhouette et une féminité indéniables. Il arrivait aussi que sa petite famille suive Rémi sur certains tournages. Le Benjamin s'appelle Dominique, l'aîné Michel, et son épouse Antoinette perdra un peu son sourire dès qu'elle comprendra que l'amour du risque est héréditaire. Assistant souvent aux coulisses de l'exploit, comment un enfant peut-il ne pas être fasciné par le métier si particulier d'un papa plutôt atypique? Et avant que les deux garçons ne prennent leur indépendance, c'est un trio familial qui règle et exécute durant 25 ans la majeure partie des scènes d'action du cinéma français et international. Travailler encore et toujours et se remettre en question. Voilà bien les maîtres mots de la carrière de Rémi Julienne qui depuis 50 ans avec ses équipes imagine, développe des techniques et innove dans tous les aspects de son métier. Tout est inventé, étudié, calculé pour un résultat optimum. Rémi a conçu des voitures flottantes, volantes, glissantes, pivotantes, des véhicules à la conduite inversée, et même un système de direction révolutionnaire pour ne plus jamais rater un créneau. Et toujours plus ambitieux, des voitures looping. À partir du moment où moi je suis entré dans la cascade mécanique, en général, alors ça me permettait de faire cascade en moto, en camion, en avion, en bateau, et ça. Et la cascade la plus dangereuse, c'est quand même la cascade en moto où il n'y a pas de protection. Ah oui, l'utilisation de la moto, c'est vrai que c'est véritablement le plus difficile, mais par contre c'est vraiment aussi le plus spectaculaire. Une des grandes spécialités du team Rémi Julienne Action demeure les sauts, poursuites, figures et chutes à moto. Deux roues et un guidon, passion éternelle de Rémi Julienne.
Et ça ne m'a jamais quitté, que maintenant, 82 printemps au compteur, je suis un motard de toujours. Je suis encore un motard maintenant. À mon âge, c'est complètement déraisonnable, parce que c'est quand même très, très, très dangereux. Et si je n'éprouve plus cette sensation, ce truc, ce goût-là, à quoi ça sert de vivre? C'est l'élément moteur de ma vie, ça. Et comme chaque été, Rémi Julienne se dirige vers le moulin méditerranéen du cinéaste Georges Lautner, l'occasion de se remémorer au soleil et entre amis quelques moments épiques d'une carrière en commun ponctuée d'expériences assez folles. Oh, c'est bien cette... Des conneries on en a fait. On en a cassé des trucs. Hein. Il y en a qui disent quand même qu'on casse rien. Dis donc, non, faut pas charrier. La voiture qui roulait en marche arrière à 80 à l'heure, on avait inversé la carrosserie. Ah ça, j'adore ça. Et ça nous fait toujours rire, hein, ces conneries. Hein. Ah, écoute-moi, c'était drôle quand même. On avait un sens de l'humour assez destructeur, mais... Moi, ce que j'apprécie particulièrement en lui, c'est la sûreté. La sûreté, parce que quand on fait des cascades au cinéma pour faire rire les gens, enfin, en tout cas pour les distraire, on a toujours scrupule à prendre des risques, parce qu'il y a quand même des figurants dans le champ, une équipe qui est près de la caméra, un cascadeur qui risque sa vie, donc on est quand même un peu angoissé à chaque cascade. Or, Rémi, il y a une telle sûreté quand il fait une cascade que, si vous voulez, on recule les limites de cette peur. Ça n'est jamais une grande fête, une fête de cascade. On a toujours une inquiétude. Moi, on avait un principe avec Rémi, quand on faisait un effet, je refusais qu'on tourne deux fois. Parce que la chance, on a le droit d'en servir qu'une fois. Moi, ma joie, ma satisfaction, l'aboutissement de mon boulot, c'était de voir Georges avec la banane parce qu'il était content quand ça s'était bien passé. Quand il faisait une cascade, j'avais une peur épouvantable. Il y a une différence évidemment entre nous deux, c'est que moi j'étais aussi inquiet que lui, mais moi ça ne se voyait pas. Mais par contre, quand je voyais la tronche de Georges, qui est venu quand même plusieurs fois, de me dissuader de faire cette cascade au dernier moment, alors que tout était placé, camin et tout, et en me disant, et là je me souviens, ça s'est gravé, hein, c'est la vie d'un homme ou la santé d'un homme, pour le cinéma, ça ne vaut pas le coup. Alors, il essayait de me dissuader, et là, moi, au contraire, ça renforçait encore mon idée, non seulement de la faire, mais de la réussir. C'est Pierre Richard et Miu Miu qui partent en voiture. Ils sautent dans une piscine et la voiture tombe au fond de l'eau. Et elle est filmée ici, chez moi, dans ma piscine, parce que ma piscine, au fond, a un mur de vitre qui vient du musée océanographique de Monaco, parce qu'elle a été construite pour filmer. Mais alors là, tu crois que ça va tout seul? Non, c'était très très difficile pour régler tout ça, parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des essais, de savoir à quelle vitesse il fallait aller, et il fallait, par rapport à la place des caméras, il fallait arriver exactement dans le seau, dans le milieu de la piscine. Et il fallait que la voiture s'immerge très rapidement. Donc, on avait fait des trous dans le plancher de la voiture pour que la voiture se baisse à l'endroit voulu. Mais après, pour tourner avec les acteurs au fond de la piscine, il fallait boucher les trous et vider l'eau. On croit que c'est facile, les gags, mais Miu Miu et Pierre Richard s'embrassant dans la voiture au fond de ma piscine. J'en suis fier.
On avait envie de pousser le bouchon, toujours. On avait envie de faire rire, ça faut reconnaître que quand il faisait des cascades, c'était pas pour faire pleurer. Hein. Attache ta ceinture. Ça fait des années qu'on s'aime. J'ai toujours aimé Rémi, j'ai toujours été admiratif des trucs qu'il faisait. Non, c'est... Oh, arrête de faire cette tête-là. Je sais pas quoi faire, tu comprends. Bah, souris au moins, on n'est pas l'air de pleurer parce que je dis des choses gentilles. Non, j'ai pas l'air de pleurer, mais c'est vrai que c'était une grande émotion. C'est pas de l'amour tel qu'on peut le dire, mais c'est de l'affection profonde et totale, avec toujours l'envie de rigoler. Et ce qui nous a soudés, eh bien, bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on a fait. Et puis, eh ben, on est soudés l'un et l'autre. Voilà. Sous la direction de Georges Lautner, entre autres, Rémi Julienne ne se contente pas de réinventer la cascade au cinéma. Il va également apporter un sang neuf dans l'univers de la publicité avec des spots complètement novateurs. Parce qu'elle est ambitieuse. Son imagination débordante et son sens esthétique trouveront leur aboutissement avec ses balais automobiles destinés au marché japonais. Je faisais un film extrêmement important pour une grande marque automobile. On faisait des films extrêmement spectaculaires avec des cascades difficiles. Son nom de code, 205 GTI. Rémi, je m'étais rendu compte qu'il était l'homme de la situation. Et bon, c'était le grand cascadeur après l'époque Gilles Delamarre. Donc Rémi était toujours partant pour, dès que ça avait l'air un petit peu impossible, donc on avait des goûts communs. Quand on faisait les courses du Star Racing Team, on était un groupe. Il y avait Rémi qui était très très chaud. Il y avait Johnny, il y avait Guy Marchand, il y avait évidemment Jean-Louis Trintignant. Mais Jean-Louis aimait beaucoup conduire, il conduisait très très bien. On faisait des courses avec Moussage, le Star Racing Club, et Rémi en faisait partie. Il était très bon d'ailleurs. Il était trop bon même. Il était trop bon parce il avait peur de rien. Quand je commence ce film, mon commandement numéro 1, c'est de prendre le meilleur cascadeur du monde. Donc j'en avais vraiment entendu parler. Et il fallait que j'ai un fou furieux raisonnable pour pouvoir faire ce type de cascade. Quand on a distribué les voitures à tous les pilotes, ils ont voulu tout de suite faire un petit tour. Ils ont failli me casser toutes les voitures, rien que dans ce tour de chauffe. Et tellement ils étaient excités, ils ont poussé les bagnoles comme des malades. Et on avait le droit de les casser le plus tard possible. Alors on avait un circuit qui était terrible, où il y avait un tremplin, on montait, je sais qu'on sautait 50 mètres, et ça esquinte quand même un peu les voitures. C'est des tueurs, hein, ces pilotes, hein. C'est des mangeurs de bagnoles. Hein. Vous les mettez dans une bagnole, il n'y a pas de tour de chauffe, il n'y a rien du tout, tout de suite à fond. Jean-Louis Trintignant est un sacré volant. On passait dans l'eau, on passait dans des cailloux, enfin, on conduisait. Et c'était vraiment, on s'est amusé comme des fous avec l'équipe de Rémi.
Rémi avait calmé tout le monde en disant stop, ça suffit maintenant, on est là pour faire un film, on n'est pas là pour casser des bagnoles. Puis c'est exceptionnel quand même, on vous donne une voiture de 30 000 € à casser. C'était amusant. Rémi, c'est bon sous tous les axes. Et j'ai une autre caméra qui fait la sortie. Enfin, je veux dire, il a une science absolument incroyable. C'est un vrai scientifique, c'est le Einstein de la cascade. Et non, c'est un grand bonhomme. Mais Rémi, vraiment, c'est mon frère. J'avais un frère un peu plus vieux que moi qui est mort à 40 ans. Et quand j'ai connu Rémi, c'est vraiment, il a pris la place de mon frère. J'avais les mêmes rapports avec mon frère. C'était à ce moment-là, les deux grosses vedettes, c'était Delon et Belmondo. Il a été notre maître à tous les deux, hein. Rémi. Ah oui, vraiment, oui. On ne pouvait pas imaginer, si vous voulez, ah bah oui, mais là, c'est pas Belmondo, là, c'est une doublure, c'est pas Delon, c'est sa doublure. Pour nous, ça fait partie de notre ensemble, de notre métier. On se casse la gueule, on se pète une canne, bah tant pis, ça fait partie du métier. Les yeux fermés avec Rémi. Rémi nous a tout enseigné à Jean-Paul et à moi, nous a tout appris avec son équipe. Et quand Rémi disait comme ça, c'était au millimètre et il n'y avait aucun problème, aucune peur et aucune crainte. C'était terriblement photogénique, mais il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucun risque. Bon, risque évidemment de rater la marche, c'est tout. Bon. Mais avec Julienne, pour rater la marche, c'était difficile. Belmondo, c'est un cascadeur aussi, hein. Rémi le connaît bien, il a beaucoup travaillé avec lui. Oui, d'abord je dois dire que je suis formidablement content et puis te remercier de la petite réception là parce que c'est tellement... Il n'y a pas de remerciement. Hein. Ah si. Enfin, on a passé on a livré des heures batailles ensemble. Hein. Ah, oui. C'est sur le tournage du Casse en 1971 que débute cette collaboration dirigée par Henri Verneuil. En arrivant sur le plateau, Belmondo fait la connaissance de Julienne, une doublure qui ne va pas le rester très longtemps, l'acteur désirant désormais exécuter lui-même toutes ses cascades. Mais c'est surtout le début d'une grande amitié entre les deux hommes qui se retrouveront ensuite pour 14 autres films, et c'est une séquence de joyeuse Pâques qui reste un de leurs plus mémorables souvenirs. On a fait des essais à la Victorine, hein, pour quand même, mais comme on aurait fait avec n'importe quel cascadeur, hein. C'était pas spécialement Jean-Paul Belmondo, mais il fallait faire ça, il fallait établir cette procédure. Hein. Avec ce saut à plus de 80 km à l'heure, il fallait sauter et arriver sur le toit des voitures de gendarmes. Et à un endroit ultra précis. Ah oui, ça m'amusait, oui. Je faisais ça par goût, voilà. Pour le plaisir. Voilà. J'étais pas obligé de le faire. Hein. Alors c'était première 6000 tours, deuxième 6000 tours, troisième le pied au fond. Et à l'époque, il n'y avait pas de témoins vidéo. Non, c'est ça. Il n'y avait rien. Là, il fallait véritablement se dire, attends, la théorie, c'est bien beau, mais il faut que ça fonctionne. Ça n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et alors, tout le monde était, Lautner, je te raconte pas, lui, il faisait de lui. Hein. Je revois toujours Georges et son ami Jacques Deray, qui était aussi présente, là, Sophie Marceau. On est sur le tournage, Jean-Paul est dans la voiture. Voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, dans quel état d'esprit? Plutôt excité, concentré? Concentré. Ouais. Ouais. Ah oui, très simple. Ah ben oui. Attention, on y va, départ dans 5 secondes. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Et la fête commence. Alors, première 6000, deuxième 6000, troisième, roum, 1 sur régime. Et là, quoi faire? Parce qu'on ne peut pas. Là, il avait passé le point de non-retour, on ne pouvait pas l'arrêter. Et là, il a eu le réflexe, vraiment l'instinct, c'est d'éviter le tremplin. Tu parles de soulagement, tu vois, parce que... et ça, encore une fois, ça obéit pas, ça, à une gymnastique mentale, tu sais, c'est vraiment, c'est l'instinct. Et il a refait, après
ferait exactement ce qu'il fallait faire, le geste juste au moment juste, parce qu'après, il arrivait quand même à 80 à l'heure. C'était cette confiance absolue qu'on nous accordait, aussi bien à Georges qu'à moi, c'était très très émouvant ça. Mais alors, quelle pression! Vous étiez quand même des grands fous. Hein. Oui, oui. Parce que quand on voit Jean-Paul, il faut qu'on sache que c'est lui. Alors moi, c'est maintenant que j'ai quand même rétrospectivement des frissons. Mais alors, vraiment, hein, c'est pas une image, ça. Tu sais, quand je pense, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je lui ai fait faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça? J'ai dit, j'étais complètement cinglé de m'engager dans des trucs comme ça. J'avais confiance en Rémi, hein. Tout le monde disait, vas-y, j'y allais, hein. Confiance absolue. Oui, oui, oui. Ah ben, mais il fallait. Et ça, c'est très, 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 très rare, ça, tu vois. Je vois là des petites lumières dans vos yeux, comme si c'était hier, non? Mais oui, oui, je le referais bien, hein. Je ne pourrais pas, mais... Quand tu vois un calibre, comme Jean-Paul Belmondo, t'accorder sa confiance absolue, ah, écoute, là, tu te fais rôtir à petit feu, là, tu vois, tu sais pas. Là, oui, mais c'est des souvenirs merveilleux, hein. Ah, bah c'est fabuleux. Ça fait... J'ai des souvenirs des films, mais les cascades, c'est à part, c'est à part. Et après ces souvenirs forts, Rémi Julienne demeure encore aujourd'hui un battant, un incorrigible compétiteur qui continue à participer à des courses de côte ou aux 24 heures du Mans classique. Décidément, Rémi Julienne aime gagner. Eh bien, je vous demande une ovation pour Rémi Julienne et Christophe Vaison qui l'emportent. Même en bateau, aux 24 heures de Rouen, il remporte sa première course. Idem au Grand Prix Camion du Castellet. Ce qui m'impressionne chez Rémi, c'est la façon méticuleuse avec laquelle il prépare toutes les cascades. C'est-à-dire le maximum de rentabilité pour le minimum de danger. Pour la sécurité automobile notamment, tout ce qu'il fait, c'est fantastique, ça permet d'avancer. Entre deux films, Rémi Julienne met aussi ses compétences au service de la sécurité automobile, le développement de l'airbag, la reconstitution d'accidents de la route pour l'entraînement de différentes forces d'intervention. Gendarmerie, pompiers, SAMU. Et des chevaux vapeur aux chevaux tout court, il n'y a qu'un pas, car dans le domaine des expériences hors normes, Rémi réalisa la prouesse d'allier mécanique et chevaux avec un des spécialistes mondiaux de la cascade équestre. Je dois dire que la première fois où vraiment j'ai rencontré Rémi, étrangement, parce que c'est un mythe, Rémi, pour tous les cascadeurs, c'était le mythe extraordinaire du très grand cascadeur, je l'ai vu au bar. À Boulogne, au studio de Boulogne-Billancourt. Je me suis dit, bon, il n'est pas si grand que ça, le mythe. Est née je dirais, plus une amitié qui est devenue une collaboration en même temps. Parce qu'on a toujours voulu associer le côté moteur-cheval et cheval vrai, à quatre pattes. Et à chaque fois, on a voulu mélanger les deux pour montrer que la technicité des deux était quelque chose qui était très très proche, en fin de compte. Je pense qu'on peut arriver vraiment à faire une association, et c'était avec Jean-Pierre Goy. Là, on a poussé le bouchon très très loin quand même. C'est toujours quelqu'un qui aime innover. Hein. Je crois qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui va arriver à 100 ans et qui aura toujours une idée à se dire, il y a un truc que j'ai pas fait, je vais essayer de le faire. Lui, c'est la voiture, moi, c'est le cheval. Le Chaux de Bologne, c'est l'idée de Rémi. Hein. Il voulait associer absolument cheval, moto, voiture. Donc il fallait qu'il me disait qu'est-ce qu'on peut faire. Alors je lui dis est-ce qu'on peut faire de mieux avec un cheval s'il arrive au grand galop et il tombe. Donc on met de la tourbe, on met du sable ou de la tourbe au sol, même si c'est sur le macadam, il n'y a pas de problème, le sable permet d'amortir. Et je lui dis quand le cheval arrive par terre, la moto pourra peut-être sauter le cheval. Et Rémi me dit alors à ce moment-là on va ajouter une voiture qui va sauter la moto. Il a fallu qu'on calcule, qu'on fasse des essais, de voir combien de temps mon cheval mettait pour faire une certaine distance, pour que j'ai un top parfait. Parce que Rémi, c'est le roi du top. Hein, après, on avait un top pour la moto et un top pour la voiture, qui, elle, faisait un bond monstrueux. 2, 1, partenza. Et j'ai d'ailleurs une photo très jolie de mon cheval en train de tomber, la moto qui est là et la voiture qui est là. Donc, ça a été le grand succès de Bologne. Hein. Ça a été vraiment un des trucs les plus forts qu'on ait fait à Bologne. Rémi,
pour tes 50 ans de cascade, je te tire ma révérence. Et non pas du tout pour que tu arrêtes. Par contre, hop, hop, voilà. Hop. Ça, c'est pour que tu rebondisses et que tu travailles encore. Ciao Rémi. Mais la réalité du métier de cascadeur est parfois moins poétique que les chevaux de Mario Luracci. Au début de l'année 2000, Rémi est confronté à un des challenges les plus inattendus de sa carrière, reconstituer une affaire criminelle. À ce moment-là, je suis juge d'instruction à Châteauroux. En gare de Chabenay, il y a un promeneur qui va découvrir des morceaux, des lambeaux de chair et des traces de sang. C'est de toute évidence un corps humain qui a été percuté ou éjecté d'un train sans qu'on sache vraiment. Scotland Yard va diffuser un message via Interpol qui va arriver en France en disant qu'une jeune Anglaise qui faisait des études de droit à la faculté de Limoges et qui devait rentrer en Angleterre le 13 octobre n'est jamais arrivée. Il va falloir déterminer très vite si elle s'est suicidée ou si elle a été jetée. Et si elle a été jetée, c'est donc un acte criminel. Et là, on se heurte à une difficulté énorme. On ne trouve pas d'expert. Je me dis, mais il y a une seule personne en France qui peut faire ça, qui peut le faire pour que ça nous soit utile et qu'on puisse travailler. Je dis, c'est Rémi Julienne. Et là, il ne s'agit plus de cinéma, mais d'une reconstitution minutieuse pour répondre à une question essentielle pour la suite de l'enquête. Comment la jeune Anglaise est-elle morte? Il s'agissait de déterminer comment quelqu'un aurait pu s'y prendre. Et on savait que la chute durait pendant une fraction de seconde. Et il y avait donc des mannequins qu'on avait créés de telle manière qu'on reproduisait exactement le poids de la victime. Là, le train roulait à 35 mètres à la seconde. Et donc, c'était très, très compliqué, tout ça. 4 essais seulement, et les premiers ne sont pas très concluants. Les mannequins tombent avant ou après les relevés constatés sur le terrain par les gendarmes. Il ne reste plus qu'un essai pour prouver qu'il y a bien eu meurtre, une 4e et dernière tentative. Et là, en fait, oui, le mannequin va être éjecté, va rebondir au centimètre près, au même endroit, de la même manière, à la même hauteur que ce qui avait été constaté par les gendarmes. D'une précision qu'on attendait L'identique même pas. est spectaculaire parce que quand en voyant ce qui a été filmé à cet endroit-là, ça donne une idée de la violence du choc tel qu'elle s'est produit à l'origine. Et c'était véritablement, c'était terrible, quoi, terrible. On a su effectivement que c'était un meurtre grâce à cette reconstitution qu'a fait Rémi. Les reconstitutions, on en fait régulièrement, mais on les fait évidemment soit avec les enquêteurs, soit avec des experts. Mais c'est vrai que faire appel à un cascadeur, non, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, ne s'est jamais produit. À partir du moment où on est crédible, où on rend un service pour des causes d'intérêt général, là, quoi demander de mieux de la vie, hein. Lui seul était en mesure de remplir cette mission, personne d'autre. Et après toutes ces années passées au service du divertissement, de la prévention routière ou de la justice, et après avoir donné ses lettres de noblesse à la cascade cinématographique, il était bien temps que se profile enfin l'époque méritée des récompenses. On me dit que je suis sélectionné pour avoir un prix à l'unanimité chez la Commission supérieure technique. Et là, pourquoi je suis ici maintenant? Pourquoi je fais le cinéma? Pourquoi le cinéma c'est ma vie? C'est parce que j'ai été reconnu en premier par les techniciens. Donc le prix Vulcain récompense un artiste technicien. Un artiste technicien. À ce point, on va lui mettre un Vulcain d'honneur sur l'idée d'honorer une carrière, pour moi exemplaire. J'espère arriver à cet âge-là, dans cet état-là, malgré tous les coups qu'il a pris. Mais tout ce que je souhaite, moi. Malgré les cicatrices. Malgré les cicatrices, oui. Que je sois plébiscité par ces gens-là, pour moi, c'est un aboutissement de la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me touche, mais alors, énormément. Il a fait l'unanimité, il n'y a pas eu à en discuter. Ça a été, cette année, c'est Rémi Julienne. Monsieur Julienne, je vous remets le prix Vulcain d'honneur. Indépendamment de ses qualités techniques, c'est un homme qui a des qualités humaines, personnelles, de cœur, de désintéressement, d'intérêt dans ce qu'il fait et pas dans ce que ça lui rapporte. Ça lui a rapporté beaucoup de coups. Hein, je dis toujours, quand on le déshabille, on voit qu'il n'a pas travaillé dans un bureau toute sa vie. Je l'ai toujours connu sur une idée de, bon, bien sûr, de courage, c'est évident, mais de la recherche de la cascade absolue. On cherche toujours la chose
que personne n'a fait avant. C'est la cascade qu'on a fait, que j'ai fait avec lui, avec Alain Cornos sur le film La Menace, où il doublait Yves Montand. Il devait descendre à côté du camion sur le marchepied, conduire le camion de visu et le lancer à 100 à l'heure et au moment où le camion descendait et se séparait de la route, et il devait sauter dans un pick-up avec un filet. C'est une des plus belles cascades que j'ai vues au cinéma parce que c'est en direct, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'image de synthèse. Il y a toujours un danger physique pour les gens qui font les films, mais je ne savais pas où allait aller le camion, par exemple. Parce que, bien sûr, ce camion lancé à pleine vitesse, explosait en l'air, tombait, rebondissait, et bien sûr, on était dessous, nous. J'avais des caméras qui étaient en dessous, sur les côtés, et moi je m'étais bien mis, et j'ai un des plus beaux plans que j'ai fait de ma vie, c'est-à-dire que j'ai ce camion plein cadre qui descend à une vitesse folle, et puis je suis arrivé à le tourner au ralenti. On a un camion, on ne peut pas en sacrifier deux, hein, on ne peut pas refaire la prise de fois. Savourant l'hommage de ses pairs et demeurant un farouche adepte d'action et de haute technologie, mais réalisé sans trucage numérique, Rémy Julienne est un homme comblé qu'en reconnaissance suprême d'un savoir-faire unique, la société Disney lui propose en 2001 d'imaginer et de concevoir une attraction 100% mécanique et humaine pour le parc Walt Disney Studios. Cette magnifique réussite a même été adaptée à Disney World aux États-Unis. Je vous demande maintenant d'accueillir Monsieur Rémy Julienne. Bonjour. Après 50 années de cascades, d'embûches et de morceaux de bravoure, au générique de plus de 1000 films, Rémy Julienne déborde toujours de projets, d'idées et d'activités, dont la création d'un nouveau parc à thème. Donc apparemment, Rémy n'aurait pas encore tout fait durant cette carrière exceptionnelle. Ah ben non, tout fait, non, jamais, on n'a jamais tout fait. Hein. Il faut toujours aller plus haut, plus vite, plus loin, tu vois. Et mon souhait maintenant, quand ça sera le moment de partir, quand ce sera le crépuscule, ça serait de mourir, mais en bonne santé. Voilà, en bonne santé, voilà.